Lorsque Harper, 8 ans, a franchi la porte d'entrée en titubant cet après-midi-là, son père, Diesel, a cru voir un fantôme. Son cuir chevelu était à vif, des mèches de cheveux pendaient par endroits. Des larmes avaient tracé des lignes nettes dans la saleté qui recouvrait son visage. Elle était incapable de parler. Elle s'est simplement effondrée dans ses bras, tremblante. Diesel était membre des Hells Angels depuis 30 ans. Il avait vu la violence. Il avait vu la cruauté. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à ce qui avait été fait à sa petite fille. En moins de 24 heures, plus de 300 moteurs allaient débarquer dans cette petite ville. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. La maison était calme. C'était l'un de ces après-midi où l'air est lourd et où rien ne bouge. Quand la porte d'entrée s'est soudainement ouverte avec un bruit si fort que les cadres accrochés au mur ont tremblé. Diesel a levé les yeux, perplexe, car Harper n'entrait jamais ainsi. Elle était douce, même dans ses moindres gestes. Mais ce bruit n'était pas normal, trop sec, trop désespéré. Un son arraché par la peur. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, respirant par petits coups saccadés. La lumière derrière elle se déversait sur ses cheveux, ou plutôt ce qu'il en restait, et se reflétait sur les mèches inégales, les touffes déchirées, l'humiliation crue gravée dans sa petite silhouette. Pendant un instant, Diesel ne comprit pas ce qu'il voyait. Son esprit refusait d'y croire, comme si la réalité pouvait se réorganiser s'il clignait suffisamment fort des yeux. Harper ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. La ruine de ses cheveux racontait l'histoire avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot. La pièce devint silencieuse. Pas le silence normal, mais ce silence écrasant où même l'air semble s'arrêter, attendant de voir ce que fera un père. La respiration de Diesel s'accéléra. Ses mains se levèrent à mi-chemin, puis hésitèrent, tremblant dans les airs, comme si toucher Harper rendrait la vérité réelle. Quand il l'atteignit enfin, il le fit lentement, avec la tendresse de quelqu'un qui manipule un objet brisé. Harper se blottit contre lui, petite et tremblante, et il l'enlaça sans dire un mot. Il n'y avait rien à dire pour l'instant. Les mots sont trop maladroits dans des moments comme celui-ci. Il se contenta donc de la serrer dans ses bras, tandis que l'horreur de ce qui avait été fait s'abattait sur lui comme de la poussière. Ses doigts effleurèrent les poils inégaux à l'arrière de sa tête, les touffes, là où les cheveux avaient été arrachés plutôt que coupés. Elle tressaillit, non pas à cause du contact lui-même, mais à cause du souvenir qui y était attaché. Diesel sentit ce tressaillement parcourir son propre corps. Un élan d'impuissance suivi de quelque chose de plus lourd, de plus chaud, qui montait lentement du centre de sa poitrine. Il s'écarta juste assez pour la regarder. Ses joues étaient striées de larmes séchées, ses yeux rouges et gonflés, sa voix étouffée par le choc. Et dans ce visage fragile, il vit tout à la fois. La peur, l'humiliation, l'instinct de s'excuser pour quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû endurer. Sa confusion se transforma en compréhension, et cette compréhension s'assombrit en quelque chose de plus profond, de plus primitif. Ce que Diesel ne savait pas encore, ce qu'il allait découvrir dans les heures suivantes, c'était que cette cruauté n'était pas le fruit du hasard. Ce moment, cette dévastation, debout pieds nus dans l'embrasure de sa porte, était le dernier acte d'une campagne de tourments qui durait depuis 8 mois et dont les adultes avaient été témoins et avaient choisi d'ignorer. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de serrer sa fille dans ses bras, de se stabiliser dans le silence et de sentir les premières secousses d'une tempête monter en lui, une tempête qui ne s'apaiserait pas tant que la vérité ne serait pas révélée. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Diesel garda ses bras autour de Harper, sentant les petits tremblements qui parcouraient encore son corps. Quand elle se recula enfin, elle ne leva pas la tête. Elle fixait le sol, le souffle coupé toutes les quelques secondes, comme si ses poumons essayaient de se rappeler comment fonctionner. Diesel s'agenouilla pour croiser son regard, mais elle ne le regardait pas. Cela seul lui indiquait à quel point la situation était grave. Ce qui s'était passé derrière ce gymnase n'avait pas commencé aujourd'hui. C'était le point de rupture de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus lourd. Il adoucit sa voix, prenant soin de ne pas la pousser trop vite. Harper avait toujours été douce, calme d'une manière qui n'était pas de la timidité, mais de la sensibilité, comme si elle remarquait des choses que le monde piétinait.
Diesel plaisantait souvent en disant qu'elle avait les yeux de sa mère, voyant toujours plus qu'elle ne le laissait paraître. Et depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, il essayait petit à petit de lui redonner le sourire. Il pensait y parvenir. Mais maintenant, il voyait la vérité. Elle ne guérissait pas. Elle se cachait. Il lui toucha le menton assez légèrement pour qu'elle lève enfin les yeux. Quand elle le regarda, il vit une peur qui n'avait pas sa place dans les yeux d'un enfant. Il lui demanda doucement ce qui s'était passé. Et Harper murmura la première partie de l'histoire. Ce n'était pas seulement aujourd'hui. Les mots sortirent lentement au début, hésitants et enfouis sous la culpabilité. Elle lui parla des garçons, 3 d'entre eux, tous plus âgés de 11 ans, bruyants et confiants comme le deviennent les enfants lorsqu'ils apprennent tôt que le monde s'incline devant eux. Elle lui raconta comment cela avait commencé par des moqueries, celles que l'on murmure dans son dos pendant le cours d'art plastique, ou celles que l'on marmonne lorsqu'elle passe dans le couloir. Elle lui raconta comment il se moquait de ses dessins, la traitait d'étrange, de faible, de fille qui pleurait trop facilement. Elle lui raconta comment les choses avaient dégénéré. Son carnet de croquis avait disparu pour réapparaître déchiré. Ses crayons avaient été cassés en deux. Son sac à dos avait été vidé derrière la cafétéria. Elle lui a décrit les étagères, les trébuchements, la façon dont il se relayait pour faire tomber ses livres de ses bras, juste pour la regarder se précipiter pour les ramasser. Puis elle lui a raconté quelque chose de pire. Des adultes avaient été témoins de ces faits. Des enseignants, des aides, des membres du personnel qui se tenaient dans le couloir comme si leur rôle consistait à occuper l'espace plutôt qu'à protéger les enfants. Lorsque Harper avait essayé de leur en parler, ils l'avaient ignoré. Une enseignante en particulier, une femme dont Diesel se souvenait vaguement pour l'avoir vue lors de réunions parents-professeurs, n'avait cessé de lui répéter la même phrase. « Tu es trop sensible. » Comme si cette cruauté était de sa faute. Comme si une fillette de 8 ans, en deuil de sa mère, aurait dû être plus forte, plus discrète, plus facile à vivre. Diesel sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, mais il garda une voix calme. Harper parlait enfin. Il n'allait pas l'interrompre maintenant. Elle expliqua comment les brutes étaient devenues de plus en plus audacieuses au fil des mois, certaines que personne ne les arrêterait. Et elles avaient raison. Personne ne les arrêta. Pas une seule fois. Chaque plainte fut balayée d'un revers de main. Chaque larme fut accueillie par un haussement d'épaule. Chaque petite humiliation était ravalée parce que Harper croyait. Comme seuls les enfants peuvent le faire. Que peut-être les adultes avaient raison. Peut-être était-elle trop sensible. Peut-être était-elle le problème. Plus elle parlait, plus le schéma devenait clair. Ce n'était pas le chaos de la cruauté enfantine. C'était ciblé, soutenu, encouragé. Diesel écoutait, la mâchoire serrée, la respiration profonde, et sous les mots hésitants de Harper. Une vérité plus sombre commença à faire surface. L'enseignante savait. Elle les avait vus coincer Harper dans les couloirs. Elle les avait vus lui faire tomber ses livres des mains. Et chaque fois que Harper essayait de s'exprimer, cette femme, cet adulte chargé du bien-être des enfants, lui disait qu'elle était simplement trop sensible. Mais voici ce qui aggravait les choses. Maintenant, le récit s'interrompt, car ce qui suit explique tout. Les familles de ces garçons n'étaient pas seulement aisées. Elles étaient donatrices, contribuant largement au financement de l'école. Leurs noms étaient prononcés avec une sorte de révérence lors des réunions du personnel. Leur argent avait permis de construire de nouvelles salles de classe, de rénover les terrains de sport et de renflouer des budgets qui, sans cela, auraient été vides. L'administration était devenue dépendante d'eux, et lorsque la dépendance se transforme en peur, la responsabilité disparaît. Toutes les plaintes concernant ces garçons étaient discrètement classées. Chaque incident était édulcoré jusqu'à paraître inoffensif. Chaque fois que Harper trouvait le courage de parler, ses paroles étaient noyées sous le poids de l'identité des parents de son bourreau. Et dans ce salon, alors que la voix de Harper se brisait et qu'elle s'excusait de ne pas être assez forte, Diesel sentit la colère du public commencer à refléter la sienne. Une profonde rage montant contre un système qui avait regardé une enfant en deuil et décidé que sa douleur valait moins qu'un chèque de don. Harper n'était pas le problème. Elle ne l'avait jamais été. C'était une fille calme, avec un carnet de croquis, qui essayait de naviguer dans un monde qui lui avait déjà tant pris. Et les personnes censées la protéger
avait choisi le confort d'adultes riches plutôt que la sécurité d'une enfant vulnérable. Cette vérité s'était installée entre eux, lourde et impardonnable. Et pour la première fois, Diesel comprit que l'horreur de ce jour-là n'était pas un acte isolé. C'était la fin inévitable de mois de cruauté laissés libre cours. La vérité de cet après-midi se dévoila lentement, comme si chaque détail devait être extrait d'un endroit que Harper ne voulait pas revisiter. Diesel écouta sans l'interrompre, surveillant sa respiration, tandis qu'elle décrivait la journée qui l'avait amené à enfoncer leur porte d'entrée, terrifié. Tout avait commencé comme une sortie de classe ordinaire. La cloche avait sonné, les élèves s'étaient précipités dehors, et le cœur habituel de rire, de fermetures de sacs à dos et de pas précipités avait envahi la cour. Harper attendit que la foule se disperse. Elle le faisait toujours. Cela rendait le trajet jusqu'à la zone de ramassage un peu plus sûr. Ce jour-là, elle s'attarda plus longtemps que d'habitude, espérant que les garçons étaient déjà partis. Elle vérifia 2 fois, d'abord en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, puis en s'arrêtant près des porte-vélos, faisant semblant d'attacher sa chaussure juste pour scruter les environs. Elle ne les vit pas, alors elle se dirigea vers le parking, petite et seule, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine comme un bouclier. Mais alors qu'elle passait devant le coin du gymnase, l'atmosphère changea. Des pas se firent entendre derrière elle. 3 paires de pas, déterminés, trop proches. Elle se figea. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle le sentait dans son ventre. Cette profonde terreur instinctive que les enfants apprennent trop jeunes quand personne ne les protège. Les garçons se placèrent devant elle, lui coupant le chemin. Leurs ombres s'étirèrent sur le trottoir plus longues qu'elles n'auraient dû l'être. Harper essaya de se déplacer sur le côté, mais ils se déplaçaient avec elle. Ils ne parlèrent pas au début. Ils n'en avaient pas besoin. Les sourires narquois sur leurs visages lui indiquaient qu'ils avaient planifié cela. Lui indiquaient qu'ils avaient attendu le moment où elle serait isolée. Lui indiquaient que les adultes ne viendraient pas. Elle essaya de courir. L'un d'eux l'attrapa par le poignet. Un autre lui bloqua la fuite. Le troisième la poussa en arrière, jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur rugueux du gymnase. Même alors, Harper pensait, espérait que ce serait comme les autres fois. Une bousculade, une raillerie, peut-être ses affaires volées à nouveau. Elle pouvait supporter cela. Elle l'avait supporté pendant des mois. Mais cette fois-ci, c'était différent. Le garçon le plus grand a fouillé dans son sac à dos. Au début, Harper n'a pas compris ce qu'elle voyait. L'objet semblait déplacé, incongru entre les mains d'un enfant. Puis elle a entendu le clic, le bourdonnement, un faible ronronnement mécanique qui s'est amplifié lorsqu'il l'a levé vers elle. Un rasoir électrique. Harper a eu le souffle coupé. Elle a secoué la tête, suppliant sans parole. Mais les garçons n'hésitèrent pas. Ils l'attrapèrent par les bras et la plaquèrent contre le mur. Le rasoir toucha le côté de sa tête, et elle hurla, un son qui s'échappa d'elle avant qu'elle ne puisse le contrôler. Ils rirent. Plus elle se débattait, plus ils la serraient fort. Des mèches de cheveux tombèrent sur le sol, sombres sur le béton. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer, se tordant le corps pour essayer d'échapper à leur emprise. Mais ils étaient plus âgés, plus forts et stimulés par le frisson de sa terreur. Puis vint le pire. L'un d'eux sortit un téléphone. L'objectif captura ses larmes, ses tremblements, son humiliation. Il captura sa terreur en gros plan tremblant, alors que le rasoir traçait des lignes irrégulières sur son cuir chevelu. Sa voix se brisa à force de pleurer. Elle appela à l'aide, mais après les heures de classe, les couloirs, les terrains et les fenêtres étaient vides. Personne ne vint. Personne ne l'entendait même. Le bourdonnement ne s'est arrêté que lorsque le plus âgé des garçons s'est lassé. Ils ont reculé, la laissant s'effondrer à genoux. Elle a essayé de ramasser les mèches de cheveux tombées, les mains tremblantes, comme si elle pouvait en quelque sorte défaire ce qu'ils avaient fait. Les garçons ont ri à nouveau, satisfaits, fiers d'eux-mêmes. Puis, avant de s'enfuir, ils se sont assurés que la caméra continuait d'enregistrer. Ils ont filmé la scène. Ces 3 garçons, âgés de 11 ans, ont maintenu une fillette de 8 ans qui avait perdu sa mère 2 ans plus tôt, lui ont rasé la tête par endroits de manière inégale pendant qu'elle criait, et ont filmé toute la scène pour s'amuser. Harper ne savait pas que la vidéo était déjà envoyée de téléphone en téléphone, se répandant dans les discussions de groupe avant même qu'elle n'ait quitté la cour de l'école. Elle ne savait pas que son pire moment était devenu un divertissement. Elle ne savait pas que quelques heures plus tard, son père la verrait.
et elle ne savait certainement pas ce qui allait se passer ensuite. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle savait, c'était le poids de ses propres cheveux dans ses mains, la douleur sur son cuir chevelu et le silence écrasant d'un endroit où les adultes auraient dû être présents, mais ne l'étaient pas. C'est à ce moment-là que l'histoire a atteint son point de plus bas. Le moment qui a brisé quelque chose en elle. Le moment qui a forcé Diesel à affronter une vérité bien plus sombre que le simple harcèlement. Que la cruauté se développe sans limite lorsque personne au pouvoir ne l'arrête. Lorsque Harper a enfin fini de parler, Diesel a senti une sorte de calme s'installer en lui. Non pas le calme de la défaite, mais le silence concentré qui précède une décision irréversible. Il l'a serré à nouveau dans ses bras, stabilisant sa respiration avec la sienne. La rage le traversait. Oui, mais ce n'était pas la rage sauvage qui pousse un homme à l'imprudence. C'était quelque chose de plus aigu, quelque chose d'intentionnel, quelque chose qui venait d'un père qui comprenait qu'il était arrivé à un tournant. Il existait plusieurs types de justice dans le monde. Certaines s'exerçaient dans la colère, d'autres dans la patience. Diesel savait qu'il devait choisir celle dont sa fille avait besoin. Il regarda Harper s'endormir contre sa poitrine, l'épuisement la gagnant par petits frissons. Et à ce moment-là, il fit son choix. Pas la vengeance, pas le chaos, mais la protection. Une protection absolue et indéniable que personne ne remettrait jamais en question. Il la déposa doucement sur le canapé, lui mit une couverture sur les épaules et se dirigea vers la cuisine. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit son téléphone, mais sa voix, lorsqu'il parla, était ferme. Il composa le numéro qu'il n'utilisait que dans les moments importants. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis une voix familière répondit, vive et alerte, même à cette heure tardive. Parle-moi, mon frère. Diesel déglutit péniblement. Il ne savait pas comment formuler les mots. Pas au début. Quand ils finirent par sortir, ils étaient simples. C'est Harper. Une pause. Une longue pause. Puis, calmement, que s'est-il passé? Diesel lui raconta. Pas tous les détails. Pas la façon dont elle avait crié. Pas la façon dont le rasoir avait vibré contre sa peau. Pas la façon dont elle avait couru jusqu'à la maison. Les cheveux tombant par touffes derrière elle. Mais suffisamment. Suffisamment pour que l'homme à l'autre bout du fil comprenne. Suffisamment pour que le silence envahisse à nouveau l'espace. Plus lourd qu'auparavant. Nous nous en occupons. Le président de la section a fini par dire « Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve ». Diesel n'a rien demandé de plus. Il n'avait pas besoin de le faire. En quelques minutes, le message s'est répandu. D'abord dans sa section, puis dans les sections voisines. Les téléphones ont sonné dans les garages, les salons, les relais routiers et les restaurants ouverts toute la nuit. Des hommes qui n'avaient jamais rencontré Harper ont entendu ce qu'on lui avait fait et n'ont pas hésité. La loyauté ne nécessitait aucune explication. Les appels se sont propagés de comté en comté, puis d'état en état. Le téléphone de Diesel n'arrêtait pas de sonner. Des messages, des confirmations, des questions qui n'en étaient pas vraiment. Quand avez-vous besoin de nous? Où nous retrouvons-nous? À quelle vitesse devons-nous rouler? Ces hommes n'étaient pas motivés par le plaisir de la vengeance. Ils comprenaient le code tacite. Une enfant avait été maltraitée. Un frère avait été trahi par un système censé protéger les siens. Et maintenant, la responsabilité leur incombait. À minuit, Diesel avait reçu des nouvelles d'une douzaine de sections. Des frères de 3 États différents étaient déjà en train de préparer leur moto, de mettre leur équipement dans leur sacoche, de vérifier leurs phares et de resserrer leurs boulons. Ils n'ont pas demandé de justification. Ils n'ont pas demandé si les garçons avaient déjà été punis. Ils se moquaient de la politique de l'administration scolaire ou des excuses derrière lesquelles les adultes tenteraient sûrement de se cacher. Ils se souciaient de Harper. Ils se souciaient du fait qu'une petite fille avait été brutalisée pendant que les adultes détournaient le regard. Ils se souciaient du fait que Diesel, un homme prêt à tout pour son enfant, avait besoin d'eux. Et au lever du soleil, le plus grand rassemblement de Hells Angels que cette ville ait jamais vu arriverait devant les portes de l'école. Mais pas pour la raison que tout le monde attendait. Diesel ne les appelait pas pour se venger. Il ne les appelait pas pour intimider, menacer ou brûler la terre derrière les responsables. Il prévoyait quelque chose de bien plus puissant. Il prévoyait la responsabilité, la visibilité, une présence si indéniable que les personnes qui avaient ignoré la souffrance de Harper
ne pourrait plus prétendre ne pas l'avoir vu. Les heures oscillent lentement. Diesel restait éveillé, écoutant la respiration douce de sa fille dans la pièce voisine, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. À chaque message, à chaque promesse de soutien, à chaque confirmation d'un motard quittant son domicile au milieu de la nuit, sa détermination se renforçait. Il n'agissait plus par colère, il agissait par amour. Et lorsque l'aube toucha enfin l'horizon, fine et pâle, elle apporta avec elle le premier grondement lointain des moteurs. Grave, tonitruant, indéniable. Le bruit d'hommes arrivant avec un but précis. Le soleil s'est levé à 6h47 ce matin-là, et avec lui est venu le bruit du tonnerre. Avant de continuer, si vous pensez que les adultes doivent protéger les enfants et ne pas détourner le regard pour de l'argent, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton « S'abonner ». Car ceux qui ont étouffé cette affaire comptaient sur le silence. Ils comptaient sur le fait que personne ne s'en soucierait. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Abonnez-vous et continuons, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le bruit est arrivé bien avant que quiconque ne les voie. Dans le calme gris pâle du petit matin, alors que la ville était encore à moitié endormie et que le parking de l'école était vide à l'exception de quelques voitures du personnel, une faible vibration a commencé à résonner dans l'air. Au début, elle était si faible, si subtile, qu'on aurait pu la confondre avec un tonnerre lointain ou le grondement d'un orage qui passait. Mais elle ne s'est pas estompée. Il s'intensifia, s'approfondit, se superposa, jusqu'à ce que les fenêtres des maisons voisines se mettent à trembler dans leur cadre. Les parents qui buvaient leur café sous leur porche levèrent les yeux, perplexes. Les joggeurs matinaux ralentirent jusqu'à s'arrêter. Les enseignants qui arrivaient avant la première sonnerie s'interrompirent, leurs clés encore à la main. Le bruit roula sur la ville comme un avertissement, s'amplifiant à chaque seconde qui passait. Puis, juste après le lever du jour, les premiers phares apparurent sur la longue route principale. D'abord isolés, puis en groupe, puis en une file si longue qu'elle se fondait dans la brume matinale. Les moteurs n'étaient pas seulement bruyants, ils étaient coordonnés, réguliers et incroyablement nombreux. Rangée après rangée, les motos franchissaient la côte, leurs conducteurs en formation, le convoi s'étirant plus loin que quiconque dans cette ville n'avait jamais vu. Ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas une foule, c'était un cortège discipliné, délibéré, imparable. Les parents ont précipité leurs enfants à l'intérieur de leur maison, tirant les rideaux de leurs mains tremblantes. Les enseignants qui étaient sortis de leur voiture se sont figés, la bouche légèrement ouverte, ne sachant pas s'ils devaient courir, se cacher ou simplement regarder. La directrice, arrivée trop tard pour prétendre qu'elle n'avait pas vu ce qui se passait, a cherché son téléphone à tâtons. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait le 911, trébuchant sur ses propres mots, en essayant d'expliquer ce dont elle était témoin. Mais à ce moment-là, les motards tournaient déjà dans l'enceinte de l'école. Ils étaient 300. Ils ont encerclé l'école avec une précision rodée, occupant chaque recoin de la propriété, leurs moteurs résonnant sur les murs de briques jusqu'à donner l'impression que le bâtiment lui-même tremblait. Puis, à l'unisson, les moteurs se sont éteints les uns après les autres, le rugissement laissant place à un silence étrange et pesant. Le silence qui a suivi semblait artificiel. Les hommes mirent un pied à terre, leurs bottes frappant le trottoir en rythme. Ils ne se précipitèrent pas, ils ne lancèrent pas de regards furieux, ils ne brandirent aucune arme. Ils se déplacèrent simplement avec détermination, se mettant en formation autour de l'école, comme s'ils dessinaient une barrière protectrice à la vue de tous les parents, de tous les membres du personnel, de tous les enfants qui jetaient un œil derrière les fenêtres. La directrice qui observait depuis la porte d'entrée sentit son souffle se couper. Elle avait imaginé des représailles, des cris, des menaces, le chaos. Elle avait imaginé le genre de scène qui justifierait sa peur et validerait ses excuses. Mais elle ne savait pas quoi faire, car les motards ne s'approchaient pas d'elle. Ils ne parlaient à personne. Ils se tenaient simplement là, 300 hommes côte à côte, dans un silence absolu. Et ce silence était plus déconcertant que n'importe quel bruit. Tous ceux qui regardaient pensaient savoir ce qui allait se passer. Après tout, c'étaient des Hells Angels. C'étaient des hors-la-loi, des hommes dont la réputation dépassait largement les limites de cette ville tranquille. À tout moment, des voix allaient s'élever, des poings allaient voler, des vitres allaient voler en éclats. Les parents chuchotaient frénétiquement
éloignant leurs enfants de la scène. Les enseignants échangeaient des regards terrifiés. Les unités de police déjà en route appuyaient à fond sur l'accélérateur, se préparant au pire. Mais lorsque les moteurs se sont tus et que les hommes se sont enfin immobilisés, quelque chose d'étrange s'est produit. Rien. Personne n'a pris d'assaut le bâtiment. Personne n'a exigé de nom. Personne n'a proféré de menaces. Ils ont simplement attendu. 300 hommes silencieux, immobiles, observants, et la ville a rapidement compris quelque chose. Le silence peut être bien plus terrifiant que la rage, car il ne laisse aucune possibilité aux coupables de se cacher. Rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt à propos des parents riches qui utilisaient leur argent pour faire disparaître les problèmes. À ce moment-là, ces parents recevaient des appels téléphoniques, des voix affolées leur disant d'allumer la télévision, de vérifier l'école, de se préparer à quelque chose dont ils ne pouvaient pas se sortir en achetant leur liberté. Pour la première fois de leur vie, leur chéquier était inutile. Ce rassemblement n'avait rien à voir avec l'argent. Il ne s'agissait pas d'intimidation. Il s'agissait de responsabilité, d'une déclaration tacite selon laquelle aucun enfant, en particulier un enfant déjà blessé par la perte d'un être cher, ne serait à nouveau laissé sans protection. Et tandis que les moteurs se tenaient en formation impeccable, la ville comprit enfin que ce n'était pas le début de la violence. C'était le début des conséquences. Lorsque le moment fut enfin venu, Diesel n'apporta pas toute la force des 300 hommes qui attendaient dehors. Il n'en avait pas besoin. Il a choisi 3 frères, des hommes en qui il avait confiance, des hommes qui comprenaient la retenue et le sens du devoir. Ensemble, ils se sont dirigés vers les portes d'entrée de l'école avec une assurance tranquille qui a fait reculer sans un mot les enseignants qui les observaient depuis le couloir. Diesel a poussé les portes, dont les gonds ont grincé d'une manière qui a semblé résonner dans tout le bâtiment. La secrétaire a levé les yeux de son bureau. Elle tenait toujours une pile de feuilles de présence dans ses mains. Son visage a perdu toute couleur dès qu'elle l'a reconnu. Les papiers glissèrent de ses doigts et se dispersèrent sur la moquette. Elle ne se baissa pas pour les ramasser. Sa voix tremblait. Elle est en réunion. Vous pourriez peut-être... Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, la directrice sortit de son bureau, attirée par une présence qu'elle avait sentie avant même de la voir. La vue de Diesel, large d'épaules, résolu, flanqué d'hommes dont le silence avait plus de poids que des menaces, la stoppa net. La peur vacilla dans ses yeux, non pas parce qu'elle s'attendait à de la violence, mais parce qu'elle comprenait quelque chose de bien pire. Il n'y avait plus nulle part où se cacher. La voix de Diesel résonna dans le couloir, basse et maîtrisée. Qui a laissé cela arriver à ma fille? La question resta en suspens, lourde comme une pierre. La directrice tenta de se ressaisir, mais sa respiration était saccadée. Elle fit un geste faible vers son bureau, les invitant à entrer avec la politesse mécanique de quelqu'un qui espère que le protocole pourra encore la sauver. Diesel entra le premier, la pièce semblant soudain trop petite, trop exposée, puis les révélations commencèrent à se dévoiler. La première concernait l'enseignante. Dans un tiroir verrouillé de sa classe se trouvaient des mois d'incidents documentés, des notes sur des confrontations, des observations sur des brimades, des signes d'agressivité croissante. Elle avait tout noté, non pas pour agir, mais pour se protéger. Une trace écrite de négligence déguisée en diligence. Elle avait vu ce qui se passait et avait choisi le silence. Puis vint le tour du directeur. Diesel écouta tandis que la vérité se mettait en place. Elle avait reçu 3 plaintes officielles, toutes émanant du père de Harper, chacune détaillant des faits de harcèlement. Elle les avait lues, elle les avait reconnues, et elle les avait déterrées. Non par ignorance, non par incompréhension, mais par peur. Parce que les garçons responsables avaient des parents riches, influents, du genre à influencer les budgets et à garantir les promotions. Des parents qui menaçaient de retirer leurs dons dès que leur fils était mentionné dans les rapports disciplinaires. Des parents qui pensaient que les conséquences concernaient les enfants des autres, pas les leurs. La directrice murmura ces mots comme si elle avouait un crime. D'une certaine manière, c'était le cas, mais le mal était encore plus profond. Le conseil d'administration de l'école, soucieux de préserver sa source de financement, avait demandé au personnel de gérer la situation en toute discrétion. Pas de rapport, pas de confrontation avec les familles, pas de documents susceptibles de compromettre les relations avec les donateurs.
Ce qu'Harper avait enduré avait été permis, protégé par des adultes qui se souciaient davantage du financement que de la sécurité d'une fillette de 8 ans. Diesel n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait les 100 pas, ni proféré de menaces, ni donné de coups. Il est simplement resté là, absorbant chaque révélation avec un calme qui effrayait davantage les personnes présentes dans la pièce que la rage n'aurait jamais pu le faire. Car le silence dans des moments comme celui-ci est un jugement. Puis vint la récompense. Vous vous souvenez de la vidéo que ces garçons ont filmée pendant qu'ils résinent la tête de Harper? Elle avait été partagée dans un groupe de discussion et avait circulé d'un élève à l'autre à une vitesse effrayante. Et l'un des enfants de ce groupe avait un père qui était policier. Lorsque Diesel est entré dans le bureau du directeur, les forces de l'ordre en avaient déjà une copie. La preuve ne pouvait plus disparaître. Aucun don ne pouvait l'effacer. Aucune influence ne pouvait l'atténuer. Pour la première fois, l'atmosphère de la pièce changea. Le pouvoir n'était plus entre les mains de l'administration. Il n'était plus entre les mains des familles riches. Il était entre les mains de la vérité et des témoins qui se tenaient dehors, parfaitement alignés. Les parents arrivèrent ensuite, faisant irruption dans la pièce accompagnés de leurs avocats, leur confiance fragile, mais pas encore brisée. Ils essayèrent d'utiliser les mêmes tactiques auxquelles ils avaient recours depuis des années. Menaces, jargon juridique, intimidation politique dissimulée sous des costumes coûteux. Mais quelque chose avait changé car, à travers la fenêtre, ils pouvaient voir les rangées de motos. Ils pouvaient voir les 300 hommes silencieux qui n'étaient pas venus pour faire du mal, mais pour s'assurer que la vérité ne serait pas à nouveau enterrée. Les camions des chaînes d'information arrivaient, les caméras tournaient, l'ancienne stratégie ne fonctionnait plus. Maintenant, je veux que vous imaginiez être l'un de ces parents riches à ce moment-là. Pendant des années, vous avez acheté votre impunité. Pendant des années, votre argent a été votre super pouvoir. Et maintenant, vous vous trouvez dans le bureau d'une école. Vos avocats bégayent et à travers la fenêtre, vous voyez 300 Hells Angels debout dans un silence parfait, attendant de voir ce que vous allez faire. La monnaie a changé et vous êtes soudainement, indéniablement, très pauvre. Le mensonge s'effondrait. Et la justice, lente, régulière, disciplinée, prenait enfin forme. Le changement dans la pièce était presque palpable. Pendant si longtemps, les adultes au pouvoir avaient agi en partant du principe que leur décision ou leur absence de décision ne serait jamais remise en question. Mais maintenant, confrontés aux preuves, aux forces de l'ordre et à 300 témoins silencieux devant les murs de l'école, ils ont compris la vérité. La responsabilité avait enfin été établie, et cela sans qu'un seul point ne soit levé. Le conseil d'administration de l'école a convoqué une session d'urgence sur place, se réunissant à la hâte dans une salle de conférence qui semblait soudain trop petite pour contenir le poids de ce qui se passait. Diesel ne s'est pas assis. Il s'est tenu près des portes, les bras croisés, sans s'imposer, mais en ancrant l'espace d'une présence qui rendait toute excuse impossible. La première conséquence a touché les deux garçons qui avaient orchestré l'agression. Leurs parents ont tenté de discuter, ont exigé une procédure régulière, ont tenté de présenter l'incident comme une erreur de jugement ou comme un comportement normal chez des garçons. Mais la vidéo existait, l'enregistrement audio existait, les rires de leur fils existaient. Il n'y avait pas de place pour la manipulation. La présidente du conseil a annoncé la décision d'une voix tremblante. Expulsion immédiate, pas de période de probation, pas de négociation. Leur dossier scolaire reflèterait la gravité de leurs actes. Le silence s'est installé dans la salle, tandis que leurs parents prenaient une conscience que, pour la première fois, l'argent ne les avait pas protégés. La situation du troisième garçon était différente. Il avait participé, certes, mais avec hésitation. Dans la vidéo, cela se voyait, de manière faible, mais visible. À certains moments, son expression vacillait, ses mains tremblaient. Ses parents ne firent pas irruption dans la salle en brandissant des menaces juridiques. Ils n'essayèrent pas de justifier quoi que ce soit. Ils s'assirent tranquillement, le visage sombre, tandis que le conseil annonçait une suspension de longue durée accompagnée d'un suivi psychologique obligatoire. Et au lieu de s'y opposer, ils se contentèrent d'acquiescer. Il y avait de la tristesse dans leurs yeux, mais aussi du soulagement. Le soulagement que la vérité ait enfin été révélée. Le soulagement que leur fils soit contraint de suivre le traitement qu'ils avaient été trop dépassés pour lui faire suivre. Puis vint le tour de l'enseignante.
les preuves qu'elle avait conservées. Des mois de notes documentant des incidents d'intimidation devinrent la preuve même de son échec. Elle avait tout vu et n'avait rien fait. Confrontée à la situation, elle tenta de s'expliquer, mais toutes ses excuses tombèrent à plat. La négligence est une chose, l'indifférence en est une autre. Sa suspension fut immédiate. Son permis d'enseigner allait être réévalué et le représentant du district présent fit clairement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une affaire à traiter discrètement. Le directeur a ensuite été appelé à rendre des comptes. Elle s'est présentée devant le conseil, les mains si serrées que ses jointures étaient visibles. Mais aucune explication ne pouvait effacer ce qu'elle avait laissé faire. Elle a été mise à pied sur le champ. Une enquête officielle a été ouverte. Aucune date de retour n'a été fixée. Aucune promesse de réintégration n'a été faite. Dans ses yeux, on pouvait lire l'incrédulité. Elle était sous le choc de voir que l'autorité qu'elle avait exercée avec tant d'assurance s'était évaporée en une seule matinée. Puis les parents les plus riches sont entrés dans la salle, habitués à exercer leur influence, habitués à contrôler, habitués à être entendus avant tout le monde. Cette fois, on leur a demandé de s'asseoir. Leurs dons leur ont été rendus, chaque dollar. Leur accès privilégié aux décisions de l'école a été révoqué. Des poursuites civiles étaient déjà en cours de préparation. Et l'avocat du conseil d'administration, après avoir examiné le déroulement des événements, est clairement indiqué que fermer les yeux sur des brimades persistantes n'était pas seulement contraire à l'éthique. C'était passible de poursuite. Les représailles n'ont pas pris la forme qu'ils redoutaient. Elles ont pris une forme à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les systèmes ont enfin fait leur travail. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. Ce à quoi je ne m'attendais pas lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois. L'un des pères fortunés, l'un des plus virulents détracteurs de la responsabilité, s'est effondré. Là, dans ce bureau, avec ses avocats à ses côtés et sa réputation en ruine, il s'est mis à sangloter. Ce n'étaient pas des pleurs de colère destinés à influencer l'opinion, mais l'effondrement brut d'un homme qui portait en lui une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Son fils avait montré des comportements troublants pendant des années. Agressivité, cruauté, mépris des autres. Et au lieu de lui venir en aide, il avait jeté de l'argent sur le problème, espérant que ses dons atténueraient les signes avant-coureurs. Sa voix tremblait tandis qu'il se couvrait le visage de ses mains tremblantes, répétant sans cesse les mêmes mots. « Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé. Cela n'excusait pas son rôle, mais cela révélait quelque chose d'important, de dérangeant et de profondément humain. Les systèmes ne se brisent pas d'eux-mêmes. Ce sont les gens qui les brisent. Et souvent, ces gens sont eux-mêmes pris dans des cycles d'orgueil, de peur, d'image et de déni. La justice qui se déroulait ici n'était pas simple. Elle n'était pas claire. Ce n'était pas une histoire de méchants parfaits et de héros parfaits. C'était un jugement qui exposait toutes les couches de l'échec individuel, parental, administratif, institutionnel. Et pour la première fois, tout le monde dans cette éval était obligé d'y faire face. Bon. Lorsque les décisions ont été finalisées et les conséquences prononcées, la plupart des gens ont supposé que les moteurs allaient simplement enfourcher leur moto et partir. Ils sont arrivés comme une tempête, sont repartis comme une tempête, ne laissant derrière eux que l'écho du tonnerre. Mais c'est le problème avec les suppositions. Elles ne fonctionnent que lorsque vous vous méprenez sur les personnes que vous observez. Les hommes à l'extérieur n'étaient pas là pour intimider. Ils n'étaient pas là pour faire le spectacle. Ils étaient là pour Harper. Et une fois que la justice eut pris racine, ils comprirent quelque chose que Diesel avait déjà appris à ses dépens. La punition répare le passé. La protection répare l'avenir. Ils sont donc restés. Ce qui avait commencé comme une manifestation de solidarité s'est transformé en quelque chose que l'école n'avait jamais vu auparavant. Cela a commencé modestement. Quelques écrivains se sont simplement manifestés lorsque les enseignants leur ont demandé comment ils pouvaient rétablir la confiance avec leurs élèves. Au lieu de hausser les épaules, ces hommes ont proposé des histoires difficiles, des leçons apprises à la dure. Rapidement, une idée a pris forme. Des ateliers anti-harcèlement, pas les assemblées habituelles, scénarisées et aseptisées pendant lesquelles les enfants s'endorment. Il s'agissait de véritables conversations sur les conséquences, le respect
et ce que signifie protéger les personnes vulnérables. Les élèves ont écouté, les enseignants ont écouté. Même les parents sont restés plus longtemps que prévu, attirés par la sincérité de ces hommes qui n'étaient pas des orateurs chevronnés, mais qui étaient indéniablement honnêtes. Puis est venu le programme d'accompagnement. Un des accompagnateurs a remarqué une petite fille, nerveuse, debout seule au bord du parking un matin, attendant le dernier moment pour entrer. Elle lui rappelait Harper. Sans réfléchir, il l'a accompagnée jusqu'à la porte d'entrée. Pas assez près pour l'effrayer, mais assez près pour que quiconque la regardait comprenne qu'elle n'était pas seule. Le lendemain, un autre enfant a demandé la même chose. Puis un autre. À la fin de la semaine, une file silencieuse s'était formée. Des enfants qui avaient passé toute leur vie scolaire à essayer de ne pas se faire remarquer marchaient désormais à côté d'hommes qui veillaient à ce qu'on les voit. Ce n'était pas de l'intimidation, c'était du réconfort. Le chapitre l'a officialisé peu après. Les enfants vulnérables, les plus discrets, les proies faciles, étaient soudainement entourés d'une présence protectrice que le corps enseignant n'avait pas été en mesure d'offrir. Et étonnamment, l'école a adhéré à cette initiative. Non pas parce qu'elle était traditionnelle, ni parce qu'elle était confortable, mais parce que, pour la première fois, les enfants qui avaient le plus besoin d'aide en bénéficiaient réellement. À partir de là, l'action s'est étendue. Les moteurs ont mis en place une ligne d'assistance directe pour les élèves qui contournait les couches bureaucratiques qui avaient payé à Harper. Si un enfant se sentait en danger ou maltraité, il pouvait appeler, envoyer un SMS, joindre quelqu'un qui l'écouterait, quelqu'un qui ne balayerait pas ses craintes d'un revers de main ou ne le traiterait pas de trop sensible. C'est devenu la promesse du chapitre. Plus aucun enfant ne serait ignoré. Mais leur engagement le plus profond était envers Harper elle-même. Pendant le reste de l'année scolaire, sans faute, il y avait toujours un Hells Angel dans le parking à l'heure de la sortie et de la rentrée. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il fasse une chaleur torride ou un froid glacial, quelqu'un était là, sans s'imposer, sans déranger, juste présent. Une promesse silencieuse que ce qui lui était arrivé ne se reproduirait plus jamais. Diesel ne leur avait pas demandé de le faire. Il n'avait pas besoin de le faire. La fraternité ne s'évapore pas une fois que les gros titres ont disparu. Vous vous souvenez de Harper, la fille tranquille qui s'asseyait seule pendant la récréation avec son carnet de croquis? Celle que son professeur disait trop sensible? Eh bien, elle n'était plus seule. Elle ne serait plus jamais seule. Puis vint le rebondissement final. Un rebondissement que peu de gens avaient vu venir. 6 semaines après le début de l'enquête, le district annonça sa conclusion. La professeure qui avait ignoré les appels à l'aide de Harper n'était pas seulement suspendue, elle était licenciée. Son autorisation d'exercer était révoquée à titre définitif. Les documents qu'elle avait accumulés pour se protéger sont devenus les preuves qui l'ont privée de la carrière derrière laquelle elle s'était cachée. Mais ce qui reste gravé dans les mémoires, c'est le moment qui en dit plus long sur elle que n'importe quel dossier. Sa dernière déclaration devant le Conseil. Même alors, même face à une vérité accablante, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a affirmé que Harper était simplement trop sensible. C'était la même phrase qu'elle avait répétée encore et encore. Certaines personnes n'apprennent jamais. Mais au moins, désormais, elle ne se tiendra plus jamais devant une classe pour qualifier l'indifférence de stratégie pédagogique. Si vous regardez toujours, si cette histoire vous a ému, je vous demande de prendre 10 secondes dès maintenant pour taper un mot dans les commentaires. Justice. Car chaque commentaire, chaque like, chaque partage indique à l'algorithme que des histoires comme celle-ci ont de l'importance. Cela indique à YouTube que le public veut voir des gens bien défendre les enfants qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Les tyrans de ce monde comptent sur votre silence. Alors ne restez pas silencieux. Commentez justice et terminons cette histoire ensemble. La guérison ne commence pas avec la lumière du soleil. Elle commence dans les moments calmes après la tempête, lorsque le monde est encore en train de se réorganiser et que les blessures ont enfin la possibilité de respirer. Pour Harper, ses premières semaines ont été fragiles, un équilibre délicat entre de petits pas en avant et des reculs soudains. Diesel l'avait compris. Il ne la pressait jamais. Le matin, il remarquait qu'elle sursautait encore au moindre bruit fort, à la fermeture d'une porte, au vrombissement d'un moteur, voire au bruit accidentel d'une cuillère qui tombait. Son corps réagissait avant que son esprit n'ait le temps de raisonner. La nuit, les cauchemars revenaient.
Pas toutes les nuits, mais suffisamment souvent pour que Diesel laisse une lampe allumée dans sa chambre, douce et constante. Parfois, elle se réveillait en pleurant, mais ne voulait pas expliquer pourquoi. Parfois, elle ne pleurait pas du tout. Elle se blottissait simplement contre son père, comme si elle essayait de s'ancrer à quelque chose de sûr. L'école était plus difficile. L'idée d'y retourner lui semblait impossible. Chaque fois que Diesel abordait doucement le sujet, Harper baissait les yeux et sa voix s'adoucissait jusqu'à devenir presque inaudible. Elle n'avait pas peur du bâtiment en lui-même. Elle avait peur d'être vue, de se souvenir de ce qui s'était passé, qui persistait dans les coins de chaque couloir. Diesel ne la forçait pas. Il savait que la guérison ne pouvait être imposée. Elle devait venir d'elle-même. Et puis, de manière inattendue, le tournant est arrivé. Un après-midi, une femme est venue à la maison, la femme d'un Hells Angel, quelqu'un en qui Diesel avait confiance, mais que Harper connaissait à peine. Elle s'est assise avec Harper sur la terrasse arrière, sans poser de questions, sans forcer la conversation. Finalement, elle a partagé quelque chose de personnel. Elle aussi avait été victime d'intimidation lorsqu'elle était enfant. Elle connaissait la honte, la confusion, le sentiment que quelque chose en vous-même en était peut-être la cause. Elle a dit à Harper la vérité que personne ne lui avait dite à cet âge. Rien de tout cela n'était de sa faute. Pas un seul instant, pas un seul mot, pas une seule blessure. Elle a appris à Harper à respirer à travers la peur au lieu de la laisser s'installer. Quelque chose s'est adouci dans l'attitude de Harper pendant qu'elle écoutait. Ce n'était pas une percée immédiate, mais c'était la première étincelle. De petites victoires ont suivi. Un matin, Diesel l'a trouvée assise à la table de la cuisine, son carnet de croquis ouvert, sans encore dessiner, juste en touchant les pages, se familiarisant à nouveau avec l'art qu'elle avait abandonné pendant ces mois de tourment. Le lendemain, elle a fait un seul trait. À la fin de la semaine, elle dessinait à nouveau, d'abord avec des traits hésitants, puis d'un seul coup. Diesel ne fit aucun commentaire. Il se contenta de l'observer depuis le seuil de la porte, sentant quelque chose se débloquer dans sa poitrine pour la première fois depuis ce jour terrible. Et un soir, de manière tout à fait inattendue, Harper rit. Un vrai rire. Pas poli, pas forcé, pas faible ou tremblant, mais éclatant. Le genre de son qui appartient à un enfant qui se souvient enfin de ce qu'est la joie. Diesel se figea, craignant de briser ce moment. Il fut bref, mais suffisant. C'était la preuve qu'elle revenait. La communauté réagit également d'une manière que personne n'avait prévue. Ses camarades de classe lui envoyèrent des cartes, certaines maladroites, d'autres sincères, mais toutes authentiques. Les enfants qui étaient restés à l'écart, trop effrayés pour intervenir, s'excusèrent dans des notes manuscrites. Les enseignants qui l'avaient autrefois ignoré commencèrent à lui prêter attention, lui offrant le soutien qui aurait dû être là depuis le début. Pour une fois, les adultes apprenaient. Harper se transforma grâce à ces moments. Avant que tout cela n'arrive, elle était renfermée, en deuil et facilement ignorée. Après les événements, elle a été protégée, valorisée et enfin remarquée. Et après le soutien, les ateliers, les escortes, les excuses, elle a commencé à devenir quelqu'un de confiant, de créatif et de discrètement résilient. 2 ans plus tôt, Harper avait perdu sa mère à cause d'une violence insensée. Et après les événements, elle avait appris que le monde pouvait être cruel au-delà de toute compréhension. Mais maintenant, elle apprenait quelque chose de complètement différent. Elle apprenait que le monde comptait aussi des gens prêts à rouler toute la nuit, à laisser leur vie derrière eux et à se rassembler à 300 pour s'assurer qu'une petite fille sache qu'elle comptait. Sa guérison n'était pas linéaire, mais elle était réelle. Et le symbole le plus évident de cette guérison se manifestait chaque matin lorsqu'elle se tenait devant le miroir. Ses cheveux repoussaient. Au début, ce n'était qu'un duvet à peine visible, puis des mèches douces qui reflétaient la lumière, puis des touffes plus fournies et plus épaisses qui reprenaient lentement la forme qu'ils avaient autrefois. Diesel la regardait les brosser avec une tendresse attentive, comme si chaque coup de brosse réécrivait une partie de ce qui lui avait été enlevé. Parfois, il devait détourner le regard, ravalant l'émotion qui montait trop vite dans sa gorge. Car ses cheveux n'étaient plus seulement des cheveux. Chaque mèche était une déclaration de survie, de force, d'une petite fille qui avait été blessée, mais qui refusait de rester brisée. Harper était en train de guérir, et cette fois, elle ne le faisait pas seule. Le changement s'annonce rarement en fanfare.
Le plus souvent, il commence tranquillement. Une règle réécrite, une voix enfin entendue, une vérité reconnue après trop longtemps dans l'ombre. L'histoire de Harper n'a pas seulement remodelé sa vie ou celle de Diesel. Elle a remodelé la ville. Elle a transformé l'école. Elle a transformé la façon dont les gens percevaient la responsabilité, le silence et le prix à payer lorsqu'on détourne le regard. Le district scolaire a été le premier à agir. Les administrateurs qui considéraient autrefois le harcèlement comme une partie malheureuse mais inévitable de l'enfance se sont retrouvés contraints d'affronter les conséquences de leur négligence. Lors de réunions d'urgence, ils ont rédigé de nouveaux protocoles anti-harcèlement spécifiques, applicables, qui n'étaient plus présentés comme des suggestions, mais comme des obligations. Chaque incident devait être documenté. Chaque signalement devait être traité. Le personnel était tenu d'intervenir, quelles que soient les personnes impliquées ou la pression exercée par les parents, qu'ils aient de l'argent ou de l'influence. Le signalement obligatoire n'était plus une formalité. Il est devenu le pilier de leur devoir. Et avec cela, quelque chose a commencé à changer. Les enfants qui restaient silencieux par peur, par habitude, par incertitude, ont trouvé leur voie. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. Cela s'est produit par moments. Un élève a raconté ce dont il avait été témoin. Un autre a avoué qu'il avait eu trop peur pour aider Harper, mais qu'il ne voulait plus se taire. La culture de l'école, autrefois marquée par la hiérarchie et le silence, a lentement commencé à changer. Les élèves ont compris que dire la vérité ne les rendait pas faibles. Cela les rendait partie prenante de la solution. Ce qui s'est passé dans cette petite ville n'est pas resté confiné à ses frontières. La nouvelle des actions du moteur s'est répandue parmi les Hells Angels. D'abord, l'histoire s'est transmise de chapitre en chapitre, puis, inspirée, des moteurs d'autres États ont commencé à organiser leur propre programme de sensibilisation. Des écoles situées à des milliers de kilomètres ont reçu la visite d'hommes qui se tenaient debout, non pas pour intimider, mais pour enseigner. Le message était simple. La protection est une responsabilité collective et les enfants méritent de se sentir en sécurité, quel que soit l'endroit où ils grandissent. Même la vie des garçons qui avaient causé du tort commença à changer, mais d'une manière que leurs parents n'auraient jamais pu prévoir. L'un des garçons expulsés, après des mois de thérapie obligatoire, écrivit une lettre à Harper, quelques pages seulement, manuscrite et irrégulière, par endroits où l'émotion avait rendu sa main tremblante. Il ne demanda pas pardon. Il ne minimisa pas ce qu'il avait fait. Il s'excusa simplement, honnêtement. Harper ne lui a jamais répondu. Elle n'était pas prête pour cela. Mais elle a lu la lettre, elle l'a rangée dans un tiroir, et lorsqu'elle l'a fermée, elle a ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du pardon, pas du réconfort, mais un petit changement dans sa poitrine, là où reposait le poids de la colère. Quelque chose comme la paix, fragile, mais réelle. Je sais ce que vous pensez peut-être en ce moment. Vous pensez peut-être, c'est une belle histoire, mais est-ce que cela change vraiment quelque chose? Les enfants continuent d'être victimes d'intimidation tous les jours. Les gens riches continuent d'acheter leur impunité. Les adultes continuent de détourner le regard. Et vous avez raison, tout cela est toujours vrai. Mais voici ce que j'ai appris en racontant des histoires comme celle-ci pendant des années. Chaque personne qui se lève fait pencher la balance. Chaque acte de protection compte. Chaque fois qu'une communauté refuse de rester silencieuse, le monde devient un peu meilleur. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, et parfois, cette personne a tout. Vous vous souvenez de l'appel paniqué du directeur au 911 le matin où les moteurs sont arrivés? Les policiers qui se sont présentés ce jour-là s'attendaient à du chaos, des cris, des affrontements, une escalade. Ils sont arrivés en s'attendant au pire. Au lieu de cela, ils ont trouvé une scène qu'ils ont ensuite décrite comme presque solennelle. 300 hommes en cuir, debout côte à côte, ne réclamant rien, mais observant la justice se dérouler par les voies appropriées. Le sergent présent sur les lieux a déclaré plus tard que c'était la confrontation la plus polie à laquelle il ait jamais assisté. Pas de menaces, pas d'émeutes, juste la promesse de rester jusqu'à ce que justice soit faite. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui est resté dans les mémoires. Pas le rugissement des moteurs, pas le choc des conséquences, ni même les gros titres qui ont suivi. C'était de la discipline, la patience, le serment tacite incarné par 300 hommes
qui ont clairement fait comprendre qu'ils ne partiraient pas tant qu'une petite fille ne serait pas en sécurité, entendue et protégée. Les répercussions de ce serment ont dépassé largement les murs de l'école. Elles ont touché les familles, les politiques, les villes voisines et des chapitres lointains. Elles ont touché tous ceux qui avaient besoin qu'on leur rappelle que le changement est possible. Même dans les plus petits endroits, même dans les moments les plus calmes, même lorsque le monde a encore un long chemin à parcourir, la guérison s'annonce rarement par un triomphe. Elle n'arrive pas avec des fanfares brillantes ou des déclarations dramatiques. Le plus souvent, elle apparaît tranquillement, presque timidement, se glissant dans les fissures laissées par la douleur. Elle grandit lentement, comme quelque chose qui réapprend à faire confiance au monde. C'est ainsi que cela s'est passé pour Harper. Doucement, imperceptiblement au début, comme le lent retour de la couleur sur quelque chose qui avait été terni par deux tempêtes. Des mois s'étaient écoulés depuis que les moteurs étaient arrivés en ville. Des mois de reconstruction et de réapprentissage, de petites victoires et de longues nuits, d'un père et d'une fille se rapprochant d'une manière qu'aucun des deux n'avait prévue, mais dont ils avaient désespérément besoin. Diesel avait fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider à guérir. Mais même lui savait que certaines parties du processus de guérison ne pouvaient être touchées que par le temps. C'était un dimanche soir, calme, sans histoire, le genre de nuit qui semble suspendu entre la semaine qui s'achève et celle qui va commencer. Diesel était assis sur le canapé, ses bottes encore détachées, le corps alourdi par la fatigue qui vient quand on porte trop de poids, pendant trop longtemps. La télévision clignotait devant lui, passant d'une chaîne à l'autre, tandis qu'il zappait distraitement avec la télécommande, sans rien retenir de ce qu'il voyait. Son esprit vagabondait comme chaque jour depuis l'incident, à travers des souvenirs qu'il aurait voulu pouvoir réécrire et des peurs qu'il aurait voulu pouvoir oublier. Puis il entendit des pas, légers, familiers. Harper apparut dans l'embrasure de la porte, éclairé par la faible lumière de la lampe du couloir. Ses cheveux, autrefois violemment arrachés, avaient repoussé et dépassaient désormais ses oreilles. Il bouclait légèrement aux extrémités, lui donnant une douceur qu'elle n'avait plus eue depuis le début du harcèlement. Ce n'était pas seulement ses cheveux, c'était une preuve. La preuve de sa guérison, la preuve de sa résilience, la preuve que la cruauté qu'elle avait endurée n'avait pas réussi à tout lui prendre, malgré tous ses efforts. Elle ne dit pas un mot. Elle s'avança simplement vers lui avec un calme qui semblait nouveau. Ses pas étaient délibérés, mais sans précipitation. Diesel éteignit la télévision, sentant en elle quelque chose qu'il ne pouvait encore nommer. Elle resta un moment devant lui, le regardant avec des yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Toujours jeune, toujours tendre, mais plus stable. Puis elle grimpa sur ses genoux, comme elle le faisait autrefois, quand le monde était plus simple, et que sa plus grande préoccupation était de savoir si ses crayons de couleur étaient rangés comme elle le souhaitait. Elle enroula ses bras autour de son cou, son petit corps se blottissant contre sa poitrine, comme si elle avait enfin trouvé l'endroit où elle avait toujours voulu revenir. Diesel ferma les yeux. Il la serra contre lui, une main sous sa nuque, l'autre posée sur son dos. Elle s'y blottit si naturellement, comme si les mois de peur n'avaient pas creusé le fossé entre eux, mais l'avaient au contraire approfondi, rendu plus significatif. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Silence. Le vrai silence peut être apaisant lorsqu'il est partagé entre deux personnes qui ont survécu ensemble à quelque chose. La respiration de Harper se stabilisa contre lui. Un rythme lent qui apaisa une partie du cœur de Diesel dont il n'avait pas réalisé qu'elle était encore effrayée. Il sentit ses doigts s'agripper au tissu de sa chemise, s'y accrochant doucement mais délibérément, non par peur mais par proximité. Il posa sa joue contre le sommet de sa tête, laissant le calme s'installer autour d'eux. Puis, d'une voix plus douce qu'il ne lui avait jamais entendue, un murmure parvint à son oreille. « Papa, je suis à nouveau heureuse. » Diesel se figea. Ce n'était pas du choc, ce n'était pas de l'incrédulité, c'était quelque chose de plus profond, comme un barrage à l'intérieur de lui qui se rompait sans avertissement. Son souffle se coupa au milieu d'une inspiration, ses bras se resserrèrent instinctivement autour d'elle, comme pour ancrer ses mots à sa poitrine avant qu'il ne s'envole. Sa gorge se serra, l'émotion montant si vite et si fort qu'il ne pouvait parler, même s'il essayait. Pendant des mois, il avait porté sa douleur comme si c'était la sienne.
Il s'était battu pour elle, l'avait protégée, était resté à ses côtés à chaque revers et à chaque avancée. Il l'avait regardée lutter pour dormir, trembler à chaque bruit soudain, lutter contre une peur qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Il l'avait accompagnée à chaque pas fragile vers la normalité, espérant silencieusement, désespérément, qu'elle se sentirait d'un jour à nouveau entière. Mais il n'avait jamais osé imaginer quand ce jour arriverait. Et maintenant, elle était là, d'une voix faible mais assurée, lui offrant les 4 mots qu'il avait priés sans jamais les prononcer à voix haute. Papa, je suis à nouveau heureuse. Il ne pouvait pas répondre. Sa voix l'avait quitté. Sa poitrine se serra sous le poids écrasant du soulagement, de l'amour et du chagrin qui se bousculaient en lui. Ses yeux se remplirent lentement, puis de manière incontrôlable, tandis qu'il serrait sa file contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Elle ne comprenait pas le poids de ce qu'elle venait de lui offrir à cet instant. Elle ne savait pas à quel point ces mots avaient effacé des mois de culpabilité qu'il avait discrètement portés, car les pères portent plus de poids que les enfants ne le réalisent. Harper n'avait aucune idée du nombre de nuits où Diesel était resté éveillé longtemps après qu'elle se soit endormie, fixant le plafond, repassant les événements encore et encore, se demandant s'il aurait pu la protéger plus tôt, se demandant s'il avait manqué des signes, se demandant s'il l'avait laissé tomber. La culpabilité est un fardeau lourd à porter pour un parent, même lorsqu'elle est injustifiée. Mais maintenant, son murmure avait balayé tout cela. Elle était à nouveau heureuse, sans faire semblant, sans se cacher, sans essayer d'aller bien pour lui. Vraiment heureuse. C'était plus qu'une étape importante, plus qu'un moment. C'était l'aboutissement de chaque longue journée, de chaque réunion, de chaque conversation difficile, de chaque geste protecteur, de chaque kilomètre parcouru par 300 hommes qui croyaient qu'un enfant méritait d'être en sécurité. Chaque étape de ce parcours se résumait en 4 mots simples prononcés par une fillette de 8 ans. C'était ça, la victoire. Pas les expulsions, pas les politiques, pas les conséquences. Ce moment, son bonheur. Diesel respira lentement. Il la serra dans ses bras comme si elle était faite de lumière. Il n'avait pas besoin de lui dire ce qu'elle lui avait donné. Elle pouvait le sentir dans la façon dont ses bras l'enlaçaient, dans la façon dont il expirait contre ses cheveux, dans la force constante de son étreinte. Tout ce pourquoi il s'était battu avait conduit à cela. À ces mots, « Papa, je suis à nouveau heureuse. » Et rien, absolument rien, n'avait plus d'importance que cela. La vie de Harper n'était pas revenue à ce qu'elle était avant, car elle n'était plus l'enfant qui se recroquevillait discrètement dans un coin de la classe en espérant passer inaperçu. Ce qu'elle avait construit après la tempête était quelque chose de nouveau, de plus stable, quelque chose qui n'était pas façonné par la peur, mais par la force de savoir qu'elle avait survécu et qu'elle n'avait jamais été aussi seule qu'elle le croyait autrefois. L'école est devenue différente pour elle, lentement, puis d'un seul coup. Elle n'était plus la fille discrète qui marchait les épaules rentrées, espérant que les couloirs lui laisseraient de la place. Elle se déplaçait désormais avec plus d'assurance, sans être bruyante ou audacieuse, mais présente. Les enseignants l'ont remarqué. Les élèves l'ont remarqué. Même ceux qui faisaient autrefois comme si elle n'existait pas se sont retrouvés attirés par la confiance tranquille qu'elle dégageait désormais. Harper n'est pas devenue la fille la plus bruyante de la classe. Elle est devenue une leader parmi les plus calmes. Les enfants qui s'asseyaient autrefois seuls à la cantine ou traînaient en marge de la récréation se sont retrouvés attirés vers elle. Elle les comprenait comme peu de gens les avaient jamais compris, et elle leur a fait de la place simplement en étant celle qu'elle était devenue. Son art s'épanouissait parallèlement à sa guérison. Ce qui n'était au départ que des croquis hésitants s'est transformé en œuvre vibrante, pleine d'expression et d'une profondeur bien supérieure à son âge. Son père la regardait avec admiration, remplir page après page d'images qui capturaient les émotions comme certaines personnes capturent le souffle. Finalement, un café local a demandé à exposer ses dessins, puis un centre communautaire. Ensuite, une petite galerie du centre-ville l'a contacté. Au début, Harper ne savait pas quoi en penser. Elle pensait qu'elle dessinait simplement pour respirer à nouveau, mais son travail touchait les gens. Il contenait quelque chose de vrai, et elle a réalisé petit à petit que sa voix n'avait pas besoin d'être forte pour être puissante. Les moteurs n'ont jamais disparu de sa vie, ils ne se sont pas effacés de sa mémoire et ne sont pas restés seulement un chapitre d'une histoire plus grande. Ils sont restés
pas tous les jours, pas de manière intrusive, mais avec constance. Il prenait de ses nouvelles, il lui rendait une visite, il se présentait à ses anniversaires, non pas avec un bruit assourdissant, mais avec gentillesse. Il lui offrait des cadeaux qui reflétaient les choses qu'elle aimait, des carnets de croquis, des crayons, de petits gages d'encouragement. Elle était devenue membre de leur famille élargie, la petite sœur d'un réseau d'hommes qui comprenaient l'importance de la loyauté et de la protection. Et même avec le passage des années, le bruit d'un moteur de moto qui s'engageait dans l'allée ne l'effrayait plus. Il était synonyme de sécurité. Il était synonyme de personne qui se souciait d'elle. Diesel a changé, lui aussi. Il s'inquiétait toujours. Les pères ne cessent jamais de s'inquiéter, mais l'inquiétude ne le consumait plus. Il ne se réveillait plus chaque jour en s'attendant à ce que quelque chose tourne mal. Il ne portait plus sa culpabilité comme une ombre qui le suivait à chaque pas. Il a réappris à respirer vraiment, sachant que sa fille ne faisait pas que survivre, mais qu'elle s'épanouissait. Il a appris à faire un peu plus confiance au monde. Et il a appris à se faire à nouveau confiance en tant que père qui avait fait tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il devait faire pour protéger la personne qu'il aimait le plus. Il se surprenait parfois à l'observer à table, la tête penchée sur un croquis dans le jardin, riant avec ses amis, recroquevillé sur le canapé, les cheveux tombant librement sur ses épaules, et s'émerveillant de la résilience d'un esprit qui avait toutes les raisons de s'éteindre, mais qui avait plutôt choisi de briller plus fort. Elle n'était pas redevenue celle qu'elle était avant que la cruauté ne commence. Elle était devenue quelqu'un de plus féroce, de plus doux, de plus sûr de sa propre valeur. Ses cheveux avaient repoussé, plus longs qu'ils ne l'avaient jamais été, épais, sains, pleins de vie. Mais elle ne les avait pas laissés pousser parce qu'elle voulait effacer le passé. Elle les avait laissés pousser parce qu'elle n'avait plus peur. Elle les brossait chaque matin avec un soin rituel, non pas parce qu'elle craignait de les perdre à nouveau, mais parce qu'elle comprenait ce qu'ils symbolisaient. Les cheveux de Harper étaient plus que des cheveux. Ils étaient une preuve. La preuve qu'elle avait survécu à ce qui était censé la briser. La preuve qu'elle avait été protégée au moment où cela comptait le plus. La preuve qu'elle avait été aimée passionnément, sans fin, bruyamment par certains, discrètement par d'autres. La preuve que malgré la noirceur de ses mois, ils ne l'avaient pas consumée. Et personne, ni les brutes, ni le système qui l'avait laissé tomber, ni les adultes qui avaient ignoré ses cris, ne pouvaient lui enlever cela. La vie de Harper n'était plus définie par ce qui lui était arrivé, mais par ce qu'elle était devenue après. Une fille qui s'était relevée, une fille qui avait guéri, une fille qui avait appris qu'elle comptait. J'ai raconté beaucoup d'histoires sur cette chaîne. Des histoires sur le meilleur et le pire dont les êtres humains sont capables. Des histoires de cruauté qui n'auraient jamais dû se produire et des histoires de gentillesse qui nous rappellent pourquoi il vaut toujours la peine de garder espoir. Mais l'histoire de Harper, celle-ci me reste en mémoire. Pas seulement à cause des moteurs qui se sont présentés, pas seulement à cause de la justice qui a finalement été rendue. Elle me reste en mémoire à cause de ce qu'elle nous apprend sur la protection, de ce qu'elle révèle sur notre responsabilité les uns envers les autres. La plupart d'entre nous ne vivront jamais ce qu'a vécu Diesel. La plupart d'entre nous ne verront jamais 300 Hells Angels alignés dans les rues pour nous défendre, leur moteur vrombissant comme une promesse que les plus vulnérables ne seront pas seuls. La plupart d'entre nous n'ont pas de confrérie prête à traverser les frontières de l'État au milieu de la nuit parce qu'un enfant a besoin d'eux. Et ce n'est pas grave. Nous n'en avons pas besoin, car le cœur de cette histoire n'est pas l'ampleur de la réponse. C'est la volonté de réagir. Chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, peu importe les ressources dont nous disposons, peu importe à quel point notre vie peut sembler ordinaire, a la capacité de protéger quelqu'un. Nous pouvons remarquer l'enfant discret dans la salle. Nous pouvons poser une deuxième question au lieu d'accepter la réponse facile. Nous pouvons prendre la parole lorsque notre instinct nous dit de détourner le regard. Nous pouvons être l'adulte qui écoute, l'ami qui prête attention, le spectateur qui refuse de rester silencieux simplement parce que le silence est confortable. L'histoire de Harper s'est bien terminée, non pas parce que le monde est soudainement devenu juste, mais parce qu'une poignée de personnes ont refusé de laisser l'injustice passer sans réagir. Un père aimait suffisamment sa fille pour se battre pour elle avec patience, détermination et courage. Et 300 hommes ont estimé que protéger les personnes vulnérables valait leur temps,
leur énergie et leur présence. Aucun d'entre eux n'a pu effacer la cruauté qu'elle a subie, mais ils ont pu s'assurer qu'elle n'ait pas à en subir seule les conséquences. Imaginez le monde que nous pourrions construire si cet état d'esprit n'était pas rare. Si les gens ordinaires choisissaient une fois par jour d'intervenir au lieu d'ignorer, si nous cessions de considérer la compassion comme un luxe et commencions à la considérer comme un devoir, si nous comprenions que le silence ne protège pas les innocents, mais abrite les cruels. Harper a obtenu justice. Elle a retrouvé sa vie. Et aujourd'hui, en ce moment même, alors que je vous raconte cette histoire, elle vit en sécurité, heureuse, entourée de personnes qui l'aiment. Elle dessine, elle rit, elle se promène dans son école avec confiance plutôt qu'avec crainte. Elle n'est pas définie par ce qui lui est arrivé, mais par ce qu'elle est devenue après. Résiliente, expressive, profondément aimée. Et rien de tout cela n'est arrivé parce que sa communauté était parfaite. Cela s'est produit parce que lorsque le moment est venu, des personnes bienveillantes ont refusé de laisser l'injustice l'emporter. C'est la vérité au cœur de tout cela. La justice n'est pas quelque chose qui est rendu par les systèmes seuls. C'est quelque chose qui est créé par des individus qui choisissent de ne pas détourner le regard. Elle est façonnée par des pères qui n'abandonnent pas, par des communautés qui interviennent, par des étrangers qui décident que l'enfant d'une autre personne mérite d'être protégé. Elle est créée chaque fois qu'un adulte écoute, chaque fois qu'un témoin s'exprime, chaque fois que quelqu'un dit « pas sous ma surveillance ». Cette histoire m'a marqué parce qu'elle montre que la protection n'est pas une question de force. C'est une question de volonté. C'est une question de présence. Il s'agit de s'assurer que lorsque la cruauté tente de s'installer, elle rencontre de la résistance plutôt que de l'indifférence. Le monde de Harper n'est pas devenu magiquement plus doux, mais les gens autour d'elle sont devenus courageux. Et cela a fait toute la différence. Car en fin de compte, l'équité n'est pas garantie. Mais le courage est un choix. La compassion est un choix. Et chaque fois que quelqu'un fait ce choix, même de la manière la plus infime, le monde devient un peu plus difficile pour la cruauté. Harper a obtenu justice parce que les gens ont choisi de se lever. Imaginez ce qui pourrait arriver si nous le faisions tous. Si vous êtes toujours là, si l'histoire de Harper vous a ému, rendez-moi service avant de partir. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Pas pour moi, mais pour des histoires comme celle-ci. Car chaque abonné indique à YouTube que le public veut du contenu sur des gens bien qui font ce qu'il faut. Les tyrans de ce monde parient que vous allez passer votre chemin. Ils parient que la cruauté attire plus de clics que la gentillesse. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Abonnez-vous. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, une histoire est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour continuer à avancer. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.